on a souvent entendu dire la colère est mauvaise conseillère. C'est pas toujours 100% négatif. Puis dans certains cas, nous permet d'énoncer nos besoins, d'établir nos limites. Malheureusement, c'est souvent la façon que ça sort qui est le problème. Donc, quand on dit la colère nous amène de la souffrance, bien sûr, mais en même temps, la colère, des fois, elle est là pour nous dire, OK, il y a une situation que j'ai plus envie de tolérer et je veux être capable de l'énoncer, d'être capable de m'affirmer. De quelle façon est-ce que je peux ensuite énoncer mon besoin, mon insatisfaction, mais de la bonne façon? Nos émotions viennent de ce qu'on se dit. Nos émotions, elles viennent pas des autres, elles viennent pas des événements, mais elles viennent de nos perceptions, de nos interprétations. La perfection, mesdames et messieurs, n'existe pas. Ce qui est parfait pour moi ne l'est pas pour vous nécessairement. Viser la perfection, c'est quelque chose que tu n'atteindras jamais. Si tu en as trop dans ton assiette, tu as le droit de demander de l'aide. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que je vous retrouve dans une super forme. On est actuellement en direct, donc merci d'être là en cette magnifique journée d'automne. Si vous êtes déjà avec nous, faites-nous un petit coucou, s'il vous plaît. Confirmez-nous que vous nous entendez bien, que le son est à votre goût, que l'image est à votre goût aussi. Moi, je suis en feu. J'arrive de vacances, alors je suis pas mal de bonne humeur. Donc, je vois que Célina qui répond à moi. Donc, vous aurez compris que quand vous voyez Stéphanie Milo qui dit bonjour à tous, c'est pas moi, c'est Célina, membre de mon équipe. Mais j'ai l'impression, alors j'ai l'impression que tout fonctionne. Donc, Célina, quand tu veux, tu pourras raccrocher. Et puis, de notre côté, on va attendre midi pour officiellement commencer. On a expérimenté des petits... on s'entend, hein, c'est notre deuxième demandé à Steph, puis on a expérimenté des petits défis techniques. Donc, on a dû retourner à tout le monde un email avec le bon lien. Donc, on va se laisser quelques minutes. De toute façon, c'est à midi qu'on débute officiellement. Aujourd'hui, super excitée, je vais vous parler de la colère. Puis, on va se rendre compte que la colère, c'est pas une émotion qui est le fun, mais on va se rendre compte que c'est une émotion qu'on a avantage à travailler, mais en même temps qui n'est pas si négative que ça tout le temps. Donc, on va comprendre ça dans quelques minutes. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Si vous êtes déjà en live avec nous, s'il vous plaît, manifestez-vous. Ça va peut-être être un petit peu plus long, le compte tenu qu'on a retourné le bon lien. Et aussi, bien sûr, aujourd'hui, je vais répondre à 2 questions que j'ai reçues en vidéo. Donc, j'en profite pendant que les gens se connectent pour vous dire que quand on vous envoie un premier email une semaine avant, vous avez toujours le loisir vous avez un onglet pour nous envoyer une question. Donc, prenez l'occasion de le faire. Vous allez voir, c'est super simple. Ça prend 1 minute. Donc, on vous donne 1 minute. Fait qu'il faut être concis et on vous donne 1 minute pour écrire votre question. Donc, on a des gens qui se sont connectés. Bonjour Antoine Olivier. Bonjour Katuir, Anthony. Salut tout le monde. OK, génial. La vie est belle. Hey, je ne sais pas s'il fait beau dans votre région. Mais moi, je suis à Saint-Sauveur dans les Laurentides, puis il fait tellement beau. Ce matin, j'ai fait 1h30 j'ai monté la montagne, parce que moi, j'habite pas loin du Mont Saint-Sauveur, fait que je monte souvent la montagne. Puis après ça, je suis allée faire un cours de yoga qui finalement n'était pas pantoute du yoga, c'était c'est un genre de cours de fitness, mais dans une salle de yoga super chaude. Fait que là, je vais vous le dire, je suis en feu. Je suis en feu. Donc, continuez à vous manifester, s'il vous plaît. Faites juste me confirmer que le son est bon, que vous m'entendez bien. Donc, je le répète, aujourd'hui, on va parler de la colère. On va aussi parler d'anxiété. Donc, je vais répondre à une question qui nous a été envoyée de Charlie. Charlie qui nous posait une question sur l'anxiété de performance. Il y en a peut-être qui ont déjà vécu de l'anxiété de performance. C'est pas une question d'âge de vivre de l'anxiété. Et on va aussi répondre à Isabelle qui nous a envoyé une question sur l'épuisement professionnel et personnel. Donc, ça aussi, je pense que malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup de gens actuellement qui sont en épuisement.
Il y a des statistiques assez alarmantes. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont médicamentés sur des anxiolytiques, sur des somnifères, parce que souvent, quand on vit de l'anxiété, ça a des répercussions sur notre sommeil, quand on est trop stressé. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. Je vais répondre avec grand plaisir à Charlie et Isabelle. Et comme je vous disais tantôt, alors on a Nancy qui vient de se joindre. Donc, continuez à vous manifester. Bonjour Nancy. Merci d'être là lors de ce live. Ce que je vous propose, je vais commencer dans 2 minutes parce qu'on a, comme vous l'avez constaté, dû retourner un lien. C'est un peu mon erreur. Là. J'ai fait on n'est pas habitué avec YouTube. Habituellement, on faisait toujours nos lives sur Facebook. Puis ce matin, j'ai voulu faire un test à 4 heures du matin. Et d'ailleurs, il y en a peut-être qui sont arrivés sur mon test, puis tu me voyais juste le dessus de la tête. Une chance, parce qu'à 4 heures du matin, j'étais un petit peu moins lovely qu'en ce moment. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que quand on fait un test avec un lien YouTube, après ça, on ne peut plus utiliser ce lien-là. Fait qu'on le saura pour l'avenir, on apprend. On apprend. Donc, on a plein de gens qui se joignent. On a Martine qui vient de se joindre à nous. Continuez de vous manifester, s'il vous plaît. Confirmez-moi que le son est bon, que vous nous entendez bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de colère. On va apprendre une stratégie, premièrement, 3 phrases à utiliser quand on veut... 3 phrases à proscrire si on veut diminuer l'intensité de notre colère. On va aussi voir un outil qui va vous permettre à peu près instantanément de diminuer l'intensité, la durée et la fréquence. Donc, ce que je vous propose, ça va être pour notre premier segment. Et par la suite, on va aller aux 2 questions qu'on a reçues. Donc, anxiété de performance de la part de Charlie et une question sur l'épuisement personnel et professionnel de la part d'Isabelle. Donc, vous allez voir, comme à chaque demandé à Steph, donc les demandés à Steph, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout nouveau. C'est notre 2e. Donc, vraiment, vraiment très, très, très heureuse d'être ici avec vous. Et dans les demandés à Steph, bien, un jour, ça sera peut-être vous qui allez m'envoyer votre question. Alors, vous allez voir tout à l'heure, dans la dernière portion de cette diffusion d'aujourd'hui, je vais passer une petite vidéo d'Isabelle et de Charlie qui m'ont envoyé leurs questions. Donc, vous aussi, vous pourrez éventuellement le faire. À chaque fois qu'on vous envoie un email et qu'on vous dit, si tu as une question, prends le temps de t'enregistrer, puis nous, on va conserver votre question. Et quand votre question va être sélectionnée, bien évidemment, Célina va vous aviser en disant, OK, c'est ta question qui a été choisie, donc sois là lors du prochain live dans un monde idéal. Donc, tu vois, ça, c'est ça. Des fois, le téléphone sonne quand on est en live. Et là, moi, j'aime bien ça quand ça sonne, puis c'est pourriel suspecté. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous autres aussi, mais c'est comme un genre de plaie, ça. OK, on a Nancy qui dit « Bonjour Stéphanie, t'es belle, colère égale attaque et blessure pour moi, donc je ne me mets pas en colère. Mon Dieu, quelle sagesse! » Salut Brigitte, salut tout le monde. Alors écoutez, il est 12h02, donc par respect pour les gens qui sont en live avec nous, on va débuter. Merci pour les beaux compliments. J'arrive de vacances. Fait que je suis comme toute zen. J'ai été en croisière. Je suis débarquée du bateau dimanche matin. C'était une croisière. Imaginez-vous, j'ai pris l'avion de Boston. Mais on revenait au Canada, donc ça s'appelait le Canadian Cruise. Alors, j'ai visité l'île du Prince-Édouard, j'ai visité la Nouvelle-Écosse. Puis ensuite, on avait 2 jours d'escale à Québec. Fait que ça, c'était bien, bien, bien drôle. On a Jean-François qui est avec nous. Salut, JF! OK. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, on va parler de colère. Vous savez, la colère, on a souvent entendu dire la colère est mauvaise conseillère, la colère. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose. La colère, c'est souvent très souffrant. Mais il faut réaliser une chose, c'est pas toujours 100% négatif. Puis, don't get me wrong, je suis pas en train de faire l'éloge de la colère, pas du tout. Mais ce que j'ai constaté depuis des années, et écoutez, je vais prendre 30 secondes pour me présenter parce que je réalise que je pars comme ça, c'est comme si tout le monde me connaissait. Donc, je suis Stéphanie Milot, je suis coach, conférencière, auteure de plusieurs livres, dont mon premier livre que j'ai publié en 2005, Émotion quand tu nous tiens. Alors, j'ai eu pendant plusieurs années une clinique en psychothérapie. Et là, en octobre prochain, donc dans quelques semaines, je vais publier mon 8e livre. Je vais avoir ben hâte de vous en parler. Donc, peut-être pas dans le prochain live, mais dans 2 lives, on va parler de mon nouveau livre.
Donc, j'ai eu une clinique pendant plusieurs années où j'aidais des gens en psychothérapie à justement gérer leurs émotions, à se recadrer, à recadrer des fois leur vie parce qu'on sait, on est des êtres humains et on vit des émotions. Ceci dit, ce que je disais, c'est que la colère, on a souvent tendance à penser que c'est juste négatif et la réalité, c'est que c'est pas toujours juste négatif. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'entretenir. Au contraire, on va voir aujourd'hui des outils pour diminuer l'intensité, la durée et la fréquence de notre colère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, d'être capable, la colère, dans certains cas, nous permet d'énoncer nos besoins, d'établir nos limites. Et malheureusement, c'est souvent la façon que ça sort qui est le problème. OK? C'est pas. Je vous raconte une anecdote rapidement, mais moi, il y a plusieurs années, j'ai mis fin à une amitié significative dans ma vie. Et je l'ai fait. C'est une amitié là, de 20, presque 30 ans d'amitié. Ouais, non, j'exagère. Plus de 20 ans d'amitié. On était très, 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 très proches. Et pendant des années, j'ai pas dit les choses comme j'aurais dû le dire. Et le jour où je me suis finalement tannée, je me suis fâchée et j'ai coupé l'amitié de façon très abrupte et sous le coup de la colère. Et avec du recul, donc les semaines ont passé, donc cette amitié-là, j'ai vraiment mis un terme à l'amitié. Et quand les semaines ont passé, à un moment donné, je me suis dit, OK, je n'étais pas fière de la façon que je l'avais fait. Et j'ai repris le téléphone un petit moment après pour le rappeler cette personne-là et lui dire, je veux juste m'excuser parce que comment ça a sorti, je ne trouve pas que c'était l'idéal. Maintenant, le fond, ce que je voulais dire, le message était quand même véridique. Et pour moi, cette amitié-là devait prendre fin, mais j'aurais aimé à l'époque pouvoir le faire autrement. Donc, quand on dit la colère, elle est, des fois, elle nous amène la souffrance, bien sûr, mais en même temps, la colère, des fois, elle est là pour nous dire, OK, il y a une situation que j'ai plus envie de tolérer et je veux être capable de l'énoncer, d'énoncer mes besoins, d'être capable de m'affirmer. Maintenant, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est de quelle façon est-ce que je peux être outillée pour comprendre elle vient d'où cette colère-là et de quelle façon est-ce que je peux ensuite énoncer mon besoin ou mon insatisfaction, mais de la bonne façon. OK? Et c'est ça la différence. Donc, évidemment, quand on vous a invité pour ce live-là, je vous ai dit, je vais vous parler de 3 phrases qu'on devrait idéalement là, vraiment proscrire si on ne veut pas alimenter notre colère. Et ces phrases-là viennent de où? Elles viennent de mon livre « Émotions quand tu nous tiens ». Alors, évidemment, si vous l'avez en main, je vous inviterai à relire le chapitre sur la colère. Et là, je suis à la page parce que je sais qu'il y a des gens là, qui nous suivent depuis un petit moment. Donc, vous l'avez peut-être avec vous. Donc, je vais vous inviter à aller à la page 44. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Là. Mais ceci dit, le livre Émotions quand tu nous tiens, quand je l'ai publié à l'époque, c'est un livre avec lequel je travaillais avec mes clients en psychothérapie pour justement les aider, entre autres, à gérer leur colère, leur stress, leur anxiété, leurs émotions, leur culpabilité, toutes ces émotions-là qui, souvent, il y a Monique qui dit « Cool, je viens de vous rejoindre, mais bienvenue Monique! » Hey, on s'excuse pour les gens qui ont eu l'autre lien. Bien, tout le monde a eu l'autre lien. Là. C'est vraiment mon erreur. J'ai fait un test à 4 heures du matin. J'étais en feu. Puis là, on a appris que je ne peux pas faire de test avant avec le lien. Fait qu'on apprend. Et moi, je me dis toujours, les gens qui sont là aujourd'hui, c'est ceux et celles qui avaient besoin d'entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, premièrement, ce qui est vraiment important de réaliser aujourd'hui, c'est que quand je vis une émotion, quelle qu'elle soit, colère, anxiété, culpabilité, on va parler un petit peu plus tard d'anxiété puis d'épuisement aussi. Nos émotions viennent de ce qu'on se dit. On croit souvent à tort, puis ça, je vous le dis, là, vous allez m'entendre souvent répéter ça et je ne suis pas gênée de répéter parce que l'apprentissage passe par la répétition. Et même moi qui ai écrit des livres sur le sujet, des fois, j'oublie que mes émotions ne viennent pas des autres et ne viennent pas des événements puis des situations, mais viennent de mon interprétation. Puis on s'entend, là, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine. J'ai aidé des gens avec ma clinique en psychothérapie à l'époque. Je ne fais plus de psychothérapie aujourd'hui, donc c'est important de le dire. Là, si vous voulez une rencontre, là, j'en fais pas.
Ceci dit, moi aussi, des fois, je l'oublie. Fait qu'on s'entend là, que même si je le répéterais à toutes les 2 semaines, que nos émotions, elles ne viennent pas des autres, elles ne viennent pas des événements, mais elles viennent de nos perceptions, de nos interprétations, bien, il y a une grande différence entre savoir et l'intégrer, puis au quotidien, avec les aléas de la vie, de le vivre réellement. Donc, évidemment, à partir du moment où je sais que ma colère, elle ne vient pas des autres, ma colère, elle vient de comment j'interprète la situation. Et je vous raconte une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, puis qui d'ailleurs va se retrouver dans mon nouveau livre qui va sortir au mois d'octobre. Ça fait 1 mois de ça. Je suis ici dans les Laurentides et je suis au volant de ma voiture. Puis moi, j'ai un gros camion. Ben, un gros camion. J'ai un camion et je suis dans le stationnement d'une banque. Puis ça rencontre comme ça. Et je croise quelqu'un, puis bon, est-ce que je suis peut-être une petite affaire trop à gauche, mais tu sais, rien pour empêcher la personne de passer, mais tu sais, j'empiète peut-être un petit peu et il fait super beau cette journée-là, fait que j'ai la fenêtre baissée et quand je croise la personne, je fais un gros sourire, puis je fais comme, tu sais, hey, désolée, mais tu sais, en même temps, ça ne l'empêchait pas de passer et la personne, je ne vais pas redire ce qu'elle m'a dit parce que ça ne se dit pas, puis je ne voudrais pas que ça soit pris là, sur le web. Mais elle ne m'a pas dit quelque chose de super gentil, genre hey, méchante conne ou quelque chose comme ça. C'était pire que ça. Et honnêtement, une situation pareille me serait arrivée il y a 15 ans et ça m'aurait tellement fâchée. Je serais passée de 0 à 10 dans ma colère en me disant, elle n'a pas d'affaire à me dire ça. Non, mais pour qui qu'elle se prend? C'est quoi son problème? Franchement, j'ai été, tu sais, on s'entend, là, je n'ai pas rentré dedans, je ne l'empêchais même pas de passer. J'ai fait un grand sourire, je me suis même excusée. Alors, il y a 15 ans, là, j'aurais été en tabarouette. Aujourd'hui, parce que je suis plus sage, j'imagine, mais aussi surtout que j'ai plus de connaissances, j'ai continué et après coup, je suis partie à rire. Je suis partie à rire, puis je ne suis pas partie à rire devant elle parce que là, je me suis dit, je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Mais ma première réflexion, ça a été de me dire, mais mon Dieu, pauvre petite cocotte, ça ne doit pas bien aller dans sa vie pour réagir comme ça, là. On s'entend. Puis, j'ai continué à rouler et honnêtement, je riais toute seule en me disant, my God, non, mais il y en a-tu qui doivent avoir des vies difficiles pour réagir de la sorte? Et la vérité, c'est que je le pense sincèrement. Et c'est drôle parce que ce matin, juste avant de faire ce live, comme je disais, là, pour ceux qui sont arrivés là, un petit peu plus tard, là, ben, dans le fond, on a commencé le live quelques minutes avant, mais je disais tantôt que j'étais allée au yoga ce matin, puis j'ai fait 1h30 là, presque de marche dans la montagne. Fait que quand je suis arrivée, j'ai sauté dans la douche parce que je vous le dis, j'avais une drôle de peignure. Et j'écoutais un podcast tantôt, et dans le podcast, c'est intéressant parce que la personne racontait qu'il y a plusieurs années, elle a perdu un enfant. Et elle était justement dans un stationnement. Puis au moment où elle raconte l'événement, son enfant n'est pas encore décédé, mais elle est très, très, très malade. Et elle sait que c'est une question d'heure ou de journée avant que son enfant décède. C'est un petit bébé. Et elle raconte qu'elle est avec son mari dans un stationnement à l'hôpital et que justement, il y a quelqu'un qui lui crie après parce que, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont pris la place? Je ne sais pas c'est quoi l'histoire, ce n'est pas important. Et elle a dit, à cette époque-là, j'ai eu la réflexion dans ma tête, j'ai eu envie de dire à la personne, sais-tu ce que je vis en ce moment? Mon petit bébé qui est hospitalisé va peut-être mourir d'une minute à l'autre ou d'une heure à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Et ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit, c'est tellement vrai. Combien de fois on réagit à la colère de d'autres personnes, puis des fois, c'est des gens dans notre entourage, mais des fois, c'est des inconnus. Mais si on avait cette capacité de se dire, je ne sais pas pourquoi l'autre agit ainsi, mais il y a peut-être une bonne raison. Honnêtement, notre monde se porterait beaucoup mieux, je pense que vous allez être d'accord avec moi, si on avait ce type de réflexion dans la vie. On serait pas mal plus zen, on dormirait pas mal mieux, notre monde serait empreint de beaucoup plus d'amour, d'empathie. Je ne sais pas ce que l'autre vit. Et c'est ça que je me suis dit, moi, la fameuse journée où cette fille-là m'a crié après.
Je suis partie à rire, puis après coup, je me suis dit, puis comme je vous dis, je ne suis pas partie à rire devant elle, je n'ai pas mis de l'huile sur le feu, mais je me suis dit, j'y envoie juste de l'amour parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit. Peut-être qu'elle a de la misère avec son adolescent, peut-être que son ado prend de la drogue, peut-être qu'elle s'occupe d'un parent malade, peut-être qu'elle est en instance de divorce, peut-être qu'elle est en train de faire faillite. Je ne le sais pas. Puis je n'ai pas besoin de le savoir, ce n'est pas nécessaire. Mais ça me donne quoi de me mettre en colère? De sortir de mon auto, de donner un coup de pied sur son auto. Tu sais, on s'entend-tu que ça ne me donne rien? Donc, revenons à la colère. Je vous ai dit que je vous partagerais 3 phrases qu'on devrait toujours proscrire. Et pour ceux et celles qui ont le livre Émotion quand tu nous tiens, puis si tu ne l'as pas et que tu te dis « Oh my God, ce serait mon rêve de vie, Stéphanie, d'avoir ton livre », écrivez-nous. Vous pouvez aller sur mon site web stephaniemilo.com. Vous pouvez le commander. On va vous le poster avec grand plaisir. Sinon, vous pouvez nous écrire par email. Célina pourra peut-être mettre le lien. Notre adresse email, c'est info@stephaniemilo.com. On pourra te le poster. C'est un livre vraiment extraordinaire qui a été publié en 2005 pour une première fois puis qui a été réédité. Donc, c'est un best-seller. On l'a vendu ici puis du côté aussi de l'Europe, dans la francophonie. Ceci dit, 3 phrases à proscrire si tu veux moins vivre de colère. Et je ne suis pas en train de te dire, bougez pas, j'ai juste une petite notification. Voilà. Je ne suis pas en train de te dire que c'est toujours facile de gérer sa colère. Ce que je suis en train de te dire, c'est aidant d'apprendre à le faire. Phrase numéro 1. L'autre n'a pas le droit d'agir comme il le fait. Toutes les fois où vous vivez de la colère, pensez-y, souvent, c'est parce que tu es dans un discours intérieur qui va comme suit. L'autre est, parce que la colère, on s'entend, ça provient d'une situation où quelqu'un a agi non conformément à ce qu'on souhaitait. Donc, exemple, mon patron m'a parlé sur un ton que je trouve inapproprié. Fait que dans ma tête, je me dis, il n'y a pas d'affaire, hein? L'autre n'a pas le droit d'agir comme il le fait. Ou il n'y avait pas d'affaire à agir ainsi. Toutes les phrases qui ressemblent à ça. Ou mon mari est pas assez affectueux ou a été bête avec moi. Mon mari n'avait pas le droit d'agir comme il le fait ou il n'aurait pas dû agir comme ça. Donc, ça, c'est la première phrase. À chaque fois que dans notre tête, on se dit l'autre n'a pas le droit d'agir comme il le fait, qu'est-ce qu'on fait quand on se dit ça dans notre tête? On met de l'huile sur le feu et on alimente notre colère. Deuxième phrase. Pour qui est-ce que l'autre se prend? Pour qui il se prend pour agir de même? Hein? Il se prend pour qui? OK? Mon ado qui roule les yeux quand je lui dis quelque chose, OK, c'est l'heure d'aller se coucher, puis il roule les yeux. Pour qui il se prend, lui? Je veux dire, je suis sa mère, moi, il me doit respect. Pour qui se prend-il? Pour qui l'autre se prend? Pour m'envoyer promener dans un centre d'achat alors que j'ai fait un gros sourire, puis je me suis excusée, puis que j'ai rien fait de dangereux, puis de mal, puis j'allais pas vite. Puis pour qui elle se prend, elle, pour me parler de même? Ben, plus tu te dis ça, plus tu alimentes ta colère et moins tu te sens bien. Et troisième phrase à proscrire, c'est il ou elle, donc l'autre, aurait dû agir autrement. Il aurait dû agir différemment. Ou il devrait agir différemment. Mon mari devrait être plus affectueux. Ma femme devrait être plus ordonnée. Ma femme devrait être moins dépensière ou mon mari devrait moins dépenser. Donc, à chaque fois que je suis dans des types de phrases comme il ou elle, donc l'autre personne, devrait ou aurait dû agir comme il autrement, à chaque fois que je dis ce type de phrase-là, je fais quoi? J'alimente ma colère. Et ça, c'est complètement inutile. Donc, pour désamorcer une colère, parce que là, ces 3 phrases-là, que tu retrouves d'ailleurs dans mon livre Émotion quand tu nous tiens, un excellent livre publié par une auteure prolifique. À chaque fois que tu alimentes ces phrases-là, tu viens plus en colère. Comment désamorcer rapidement une colère? Premièrement, puis je vous le dis, là, j'ai beau avoir écrit des livres là-dessus, j'ai beau avoir eu une clinique de psychothérapie pendant des années, avoir aidé des gens, il m'arrive encore que la colère monte. Puis ça m'est arrivé encore récemment. La seule différence, puis je ne suis pas plus smart qu'un autre, mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je le sens. Et dans ce temps-là, je prends une grande respiration parce que je sais, des fois, là, ça peut passer de 0 à 8, mon intensité de la colère. Là, je me calme,
Je prends une grande inspiration, expiration. Et là, ensuite, je me dis, donc, ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle le questionnement socratique. Donc, ça vient de Socrate. Pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas, c'est un grand philosophe grec. Et le questionnement socratique nous aide à diminuer instantanément, premièrement, à nous poser la bonne question. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'affaire à me parler de même? C'est vrai que l'autre n'a pas le droit d'agir ainsi? C'est vrai qu'il aurait dû agir autrement? Donc, je remets en question ma phrase pour diminuer l'intensité. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est drôlement fait, nous, comme êtres humains, c'est que souvent, on va avoir tendance, sur le coup, à dire, c'est vrai, oui, oui, non, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de me parler de même, il n'a pas d'affaire à me dire ça, oui, il aurait dû agir autrement. Donc là, évidemment, si tu te remets en question et que tu fais juste dire oui, évidemment, tu ne règles rien. Donc, c'est de, prendre une grande inspiration et de dire, c'est-tu vrai que l'autre n'avait pas le droit d'agir ainsi? Et la réalité, c'est que les autres, puis écoutez bien, c'est vraiment important ce que je vais te dire là, ça peut changer ta vie si tu es quelqu'un qui vit de la colère, c'est que les autres ont parfaitement et pleinement le droit d'agir comme ils le font, même si ça me déplaît. Même si ça me déplaît. Cette femme-là, dans le stationnement de la Banque nationale à Saint-Sauveur, qui m'a envoyé promener il y a un mois, elle avait le droit de le faire. En tout cas, elle avait le droit, elle pouvait le faire. Puis elle avait le droit aussi. La réalité, c'est qu'elle l'a fait. Et souvent, la phrase qui va nous aider, c'est de dire avec ce qu'elle vivait à ce moment-là, donc les émotions qu'elle vivait, que je ne connais pas, puis que je ne connaîtrai jamais parce que je ne la connais pas, puis je ne pourrais même pas la reconnaître demain matin. Puis peut-être qu'elle est même sur ce live aujourd'hui, puis qu'elle fait comme « Oh mon Dieu, c'est… » Peut-être que oui, peut-être que non. Ceci dit, je veux dire, avec les émotions et les émotions qu'elle vivait à ce moment-là, elle a cru que c'était la meilleure façon d'agir. Elle ne pouvait pas agir autrement. Ou en tout cas, il lui était difficile d'agir autrement. Je vous le dis, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est magique. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez passer d'une colère de 10 sur 10 à 0 sur 10. Ce n'est pas ça que je te dis. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu risques de diminuer l'intensité de ta colère et de peut-être la faire passer d'un 8 à un 4 sur 10. Et déjà, si tu es à 4 sur 10, tu vas être capable d'agir plus adéquatement. Moi, dans ce fameux stationnement-là, je veux dire, honnêtement, je ne suis même pas allée. Ma colère, elle a été à 0. Mais j'aurais pu, sur le coup, être surprise, puis être, tu sais, me retrouver à 8 ou à 10 sur 10. Mais rapidement, si je m'étais dit, OK, Steph, parle-toi, respire, OK, elle a le droit d'agir comme elle le fait, même. Tu sais, la réalité, c'est qu'elle avait peut-être des affaires difficiles, je ne le sais pas. Avec les émotions qu'elle vit en ce moment, c'est comme ça qu'elle a réagi, puis elle peut parfaitement le faire puisqu'elle l'a fait. Et là, ma colère serait peut-être passée de 8 à 4 ou à 0 peut-être. OK? Alors, ça dépend des situations. Puis, je vous le dis, ça m'est arrivé. J'étais en croisière il y a quelques semaines. Et à tous les jours, je parlais à mon mari, puis on se parlait sur Messenger parce qu'en bateau, tu ne peux pas parler au téléphone. Et un soir, on se parle, et puis je vous le dis, là, vrai comme je suis là, je ne me rappelle même pas c'était quoi la discussion. Je ne me rappelle pas c'était quoi la discussion, puis ça fait moins d'une semaine. Mais bref, on a une discussion, puis je suis comme pas contente. Puis la façon que mon mari me répond, je suis comme « Ah! » Puis ça vient me chercher. Puis là, sur le coup, là, et là, finalement, on se dit « OK, ben bye. » Mais tu sais, quand je raccroche, je suis comme pas contente parce que je me dis franchement, je suis en croisière, je suis à l'autre bout du monde, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, puis dans ma tête, là, la première réflexion que j'ai eue, c'est pourquoi qu'il me parle de même? Il n'y a pas d'affaire à me parler de même, il n'y a pas d'affaire. Et là, sur le coup, je vous le dis, là, puis on s'entend, là, j'ai écrit ce livre-là, c'est moi qui l'ai écrit. Mais sur le coup, là, j'ai failli reprendre le Messenger, puis rappeler, puis après, je me suis dit non. Parce que je savais, si je faisais ça, j'aurais pas eu les bonnes paroles. Parce qu'oublions pas une chose, quand on vit une émotion à une intensité élevée, là, on parle de la colère aujourd'hui, mais je pourrais parler de n'importe quelle autre émotion. Quand je vis une émotion à une intensité élevée, qu'est-ce qui se passe? Souvent, je ne réagis pas adéquatement. Donc, si j'avais rappelé, j'aurais peut-être dit des choses qui dépassaient ma pensée sous le coup de la colère. Alors que là, j'ai dit non, là, change ton mindset, change ton focus. La vie est belle, tu es en vacances. Demain matin est un autre jour. Et effectivement, le lendemain, on s'est reparlé. On avait toutes les deux oublié ça. On est revenu sur la discussion, mais super calme, super zen. Et on s'est évité
peut-être des mots pas le fun, échanger ensemble. On s'entend, ça fait 24 ans que je suis avec mon mari. Je veux dire, on a déjà eu des arguments, c'est tout à fait normal, mais je veux dire, si on peut s'en passer, si on peut se passer des fois de dire des choses qui dépassent notre pensée, je pense que c'est avantageux. Et j'ai envie, avant qu'on passe à notre autre sujet, de vous lire un extrait de mon livre Émotions quand tu nous tiens. Un extrait où je parle effectivement de la colère. Donc, je n'ai pas. Pour ceux et celles qui ont le livre, ce que je vais vous lire, c'est à la page 127. Donc, c'est juste pour nous faire prendre conscience. Depuis la pandémie, les gens ont la mèche courte, le savoir-vivre est de moins en moins appliqué. Tu as raison, Brigitte. Et depuis la pandémie, on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent beaucoup, beaucoup de défis. Et c'est ça que j'aime mieux me dire, parce que tu as raison. Puis en même temps, j'essaye de mettre mon focus aussi sur toutes les gens qui vont bien. Toutes les fois où j'ai des interactions avec des inconnus, à l'épicerie, sur le bateau de croisière, dans des centres d'achat, où est-ce que c'est cool, où est-ce que ça se passe bien, j'essaye de mettre mon focus là-dessus parce que tu as raison, Brigitte, quand on commence à mettre notre focus sur des gens qui ont la mèche courte, c'est pas super le fun. Puis on a tendance, nous aussi, on peut se laisser emporter. Donc, anecdote qui se trouve à la page 127 si vous avez le livre. Puis écoutez bien parce que c'est une belle histoire. C'est l'histoire de Cédric, un petit garçon de 8 ans qui avait un mauvais caractère. Son père lui a donné un sac de clous et il lui a dit qu'à chaque fois qu'il perdait patience, il devait aller planter un clou dans la clôture au bout du terrain. Le premier jour, Cédric a planté 37 clous dans la clôture. Les semaines qui suivirent, à mesure qu'il apprenait à contrôler son humeur, il plantait de moins en moins de clous. Il avait découvert qu'il était plus facile de contrôler son humeur que d'aller planter des clous. Un jour vint où Cédric parvint à contrôler son humeur toute la journée. Après en avoir été informé, son père lui suggéra de retirer un clou chaque fois qu'il arrivait à contrôler son humeur. Les jours passèrent et le jeune homme annonça finalement à son père qu'il ne restait plus aucun clou dans la clôture. Il était fier, c'est le petit garçon. Son père le prit par la main et l'amena à la clôture et lui dit « Tu as travaillé fort, mon garçon. Mais regarde tous ces trous dans la clôture. Elle ne sera plus jamais la même. Chaque fois que tu perds patience, ça laisse des cicatrices, exactement comme celle-ci. Si tu as enfoncé un couteau dans le cœur d'un homme et que tu l'en as retiré, tu as beau lui répéter à plusieurs reprises que tu es désolé, la cicatrice demeurera pour toujours. Une offense verbale est aussi néfaste qu'une offense physique. » Donc, évidemment, ce n'est pas une histoire vraie. Le petit Cédric n'existe pas parce qu'aujourd'hui, avec du recul, j'aurais ajouté à cette anecdote bravo, bravo d'avoir appris à gérer tes émotions. Puis l'idée, c'est pas de faire sentir de la culpabilité, mais c'est juste de prendre conscience. Puis c'est ça que je me suis dit le fameux soir sur le bateau. Le lendemain, j'étais contente parce que je me suis dit, on a rediscuté de la situation, on était super calme, ça s'est super bien résolu, c'était pas du tout dans... Mais si j'avais rappelé le soir même, j'aurais peut-être dit des choses pas le fun. J'aurais peut-être dit des choses qui dépensaient ma pensée, puis j'ai pas envie de ça. C'est mon mari, ça fait 24 ans qu'on est ensemble, on s'aime, j'ai pas envie d'élever la voix, mais zéro. Donc, pensons à ça. Et que ce soit avec des gens qu'on aime ou même avec des inconnus. D'accord? Donc, voilà. Alors, oui, la pensée, des fois, elle est là pour... Et puis moi, si je suis très honnête avec vous, pas la pensée, mais la colère, c'est une émotion que j'ai eu à travailler. Au même titre que certaines émotions, moi, que je vis à peu près jamais dans ma vie, la culpabilité, c'est pas quelque chose qui me caractérise, de l'infériorité non plus, de la dévalorisation. Je me trouve très privilégiée, mais je ne vis pas ça. Ou en tout cas, très, très peu souvent. Mais la colère, oui, c'était quelque chose que je vais. Puis je sais d'où ça vient. Mon père pouvait faire des colères, il pouvait être colérique. Fait est-ce que j'ai hérité un peu de ça? Peut-être. Peut-être. Bref, aujourd'hui, je veux dire, j'arrive à la gérer, j'ai tous les outils, mais même à ça, on est des êtres humains. Donc, écoutez, ce que je vous propose, ça vous tente-tu? Est-ce que tout le monde est encore là? Est-ce que vous êtes en feu? Dites-moi oui, je suis en feu. Et ça vous tente-tu d'écouter nos 2 questions? Alors, on a reçu 2 questions, puis un jour, ça sera peut-être vous. Puis je vous le dis, là, pour ceux qui sont en live avec nous, s'il vous plaît, prenez le temps de nous envoyer votre question. C'est super simple. C'est sur Vidéo Ask. Donc, je ne sais pas si Célina peut mettre le lien dans le chat. Peut-être que non, là.
Comme je vous dis, c'est juste la deuxième fois, mais de toute façon, à chaque fois qu'on vous invite à un live, de demander à Steph, vous avez toute la procédure pour pouvoir, ben oui, elle vient de le mettre, la belle Célina, pour nous envoyer vos questions. Vous allez voir, c'est super simple. Vous avez 1 minute. Donc, l'important, c'est d'être vraiment concis. Vous pouvez vous le refaire aussi. Là, hein? Alors, il n'y a pas de stress. Là. Si ça ne marche pas la première fois, on va vous demander, veux-tu le refaire? Fait que tu appuies sur envoyer juste quand tu es satisfait. Donc là, OK, moi, il faut juste que je m'assure au niveau, hey, Juliette en feu, Brigitte aussi, Lise, Monique, yes, OK, merveilleux. Donc là, je vais vous partager mon écran. Il faut juste que je suive ma procédure parce que je ne veux pas, comme dirait Jean-François qui travaille avec nous, je ne veux pas faire de boubou. Fait que bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bon, alors là, partager l'écran. OK. Donc, partager l'écran. Là, je m'envoie ici Entire Screen, c'est tout ça. Important que la vidéo soit dessus. Ouais. Ensuite, je fais Share. Puis, Célina, tu pourras peut-être me dire si tu vois bien par texto. Je sais que vous êtes un petit délai avec nous. Fait que quand tu vas m'entendre, fais juste m'envoyer un petit texto à l'effet que tu vois bien mon partage d'écran. Et je vais ensuite pouvoir partir le petit live. Donc, je sais que vous avez peut-être 1 minute avec moi. Là. Donc, Célina, quand tu m'envoies un thumbs up par texto, je vais partir le live. J'imagine. Oui, elle me dit tout est beau, yes sir. Hey, on fait ça comme des pros, hein? OK, donc j'y vais avec notre première question. Voilà, voilà. Allô, je m'appelle Charlie. Moi, ma question, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance à l'école, au travail? Voilà, je demande ça pour quelqu'un d'autre. Non, mais elle est adorable? Elle est adorable, cette Charlie? Bon, attendez, bougez pas, j'arrête le partage. Arrêtez le partage. Je sais ça. OK, tout est beau, je suis revenue. Good. OK. Super intéressant comme question. Puis, tu sais, évidemment, tout est beau, je vois ton écran. Merveilleux. Évidemment, ce que Charlie a posé comme question, on s'entend-tu qu'elle n'est vraiment pas la seule à. Ben, elle ne parle pas d'elle, elle parle de quelqu'un d'autre. Mais on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Moi, je me souviendrai toujours quand j'enseignais au HEC, j'ai enseigné plusieurs années à l'Université de Montréal au HEC et j'avais des élèves qui faisaient beaucoup d'anxiété de performance à la veille des examens ou dans les semaines qui précédaient. Dans le milieu du travail, on peut faire de l'anxiété de performance. Aujourd'hui, on le sait, il y a plein de jeunes qui font de l'anxiété de performance. Et d'où ça vient souvent du perfectionnisme. Les gens très perfectionnistes. Moi, il faut savoir que je donne énormément de conférences dans des entreprises. D'ailleurs, j'en ai une la semaine prochaine à Trois-Rivières. Je m'en vais faire une conférence pour des courtiers immobiliers via Capital. J'ai super hâte. J'en fais beaucoup. J'en ai fait dans des écoles, dans des hôpitaux. D'ailleurs, si vous aimeriez m'entendre en live et que vous travaillez dans une entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir d'aller faire une conférence chez vous. Bref, ce que je dis en conférence, c'est que les gens très perfectionnistes, les gens qui s'en mettent beaucoup sur les épaules, les gens qui ont de la misère à dire non, ce sont souvent des gens qui sont aux prises avec l'anxiété de performance. L'anxiété de performance est souvent reliée aussi à l'estime de soi. Qu'est-ce qui arrivait si je ne réussissais pas à la hauteur de ce à quoi j'aspire? Et là, on s'en met beaucoup. Ça a un lien aussi avec la dévalorisation. S'il fallait que je ne performe pas bien, hein, qu'est-ce que j'allais penser de moi et qu'est-ce que les autres aussi vont penser de moi? Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, pour répondre à Charlie et à toutes les personnes qui se reconnaissent là-dedans ou qui connaissaient des gens qui vivent l'anxiété de performance, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que, le perfectionnisme ne mène jamais à rien. Et 2, c'est de poursuivre quelque chose que tu n'atteindras jamais. Pourquoi? Parce que la perfection, mesdames et messieurs, n'existe pas. Ce qui est parfait pour moi ne l'est pas pour vous nécessairement. Je donne souvent cet exemple-là. Tantôt, quand je me suis habillée avant le live, j'ai dit, je vais mettre mon beau petit kit, pas de manches. Moi, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, c'est parfait. Peut-être qu'il y en a qui sont arrivés sur le live tantôt qui ont dit, mon Dieu, c'est bien laid son affaire. Parfait. Tu as le droit.
Pour moi, aujourd'hui, c'était parfait. Quand je fais un live comme aujourd'hui, je me dis, je suis prête, je me suis préparée, je donne mon 100%. Il y en a peut-être qui disent, waouh, c'est extraordinaire ce que tu fais, Stéphanie. Puis il y en a peut-être qui ont déjà quitté le live au moment où on se parle en disant, mon Dieu, qu'elle est plate. Je veux dire, viser la perfection, c'est quelque chose que tu n'atteindras jamais. Donc, moi, je dis souvent aux gens, donne ton 100% et ensuite apprends à lâcher prise sur le résultat. Donc, ça, c'est la première chose. L'anxiété aussi vient souvent de notre discours intérieur, pas juste souvent, tout le temps. Qu'est-ce que je me dis quand je vis de l'anxiété? Je reprends encore mon livre Émotions quand tu nous tiens, parce qu'évidemment, dans le livre Émotions, je parle de l'anxiété. Donc, pour ceux et celles qui ont le livre, je suis actuellement à la page 40. Donc, puis quand on parle d'anxiété, je veux juste ramener quelque chose qui est vraiment important. L'anxiété, ça peut être aussi de l'angoisse. Ça peut être de l'appréhension. Il faut comprendre que l'anxiété, c'est une famille d'émotions. Ça peut être les craintes, des doutes. Donc, tout ça, OK? Ça peut être de la hantise, des inquiétudes. C'est tout dans la même famille, la gang. De la méfiance, du tourment, des phobies. Donc, tout ça fait partie de la même famille, mais évidemment, il y a une gradation souvent au niveau du ressenti. OK? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vis de l'anxiété de performance, dans le cas de la question qui nous intéresse, c'est que j'ai peur de quelque chose, mais en même temps que j'ai peur d'une situation, je me sens impuissant à faire face à la situation. Donc, exemple, je dois prendre la parole en public. J'ai peur de prendre la parole en public parce que je me dis, s'il fallait que j'oublie mon texte, s'il fallait que je me ridiculise, s'il fallait que les autres pensent que je suis pas bon, je suis pas bonne, s'il fallait que, toutes ces s'il fallait que. Et en même temps, je me sens impuissant à faire face à la situation. Je me dis, s'il fallait que ça arrive, ça serait la fin du monde. J'arriverais pas à survivre à ça. Puis on s'entend survivre, là, on se comprend. J'arriverais pas à faire face à cette situation-là. L'anxiété, l'angoisse et toutes ces émotions de la même famille, ça vient toujours de la même place. C'est que je suis en train d'alimenter dans ma tête des phrases à l'effet que j'ai peur d'une situation, puis s'il fallait que ça arrive, je n'arriverais pas à faire face à cette situation-là. C'est toujours ça. Donc, il y a deux idées en lien avec l'anxiété. J'ai peur de quelque chose, puis en plus, si cette situation-là arrivait, my God, ça serait effrayant. Merci, Anthony, c'est super gentil. Alors, vous voyez, Anthony trouve ça bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui était là au début, puis qui est déjà parti, puis qui dit hey, ça ne sert à rien. Puis, je veux dire, le podcast n'est pas moins intéressant ou bon pour ça. C'est une question d'opinion. Alors, j'adore l'opinion d'Anthony, puis je suis vraiment heureuse. Mais en même temps, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se dit moi, c'est complètement inutile pour moi. Ça ne fait pas en sorte que je dois me sentir dévalorisée, ça ne fait pas en sorte que je dois me sentir anxieuse, ça ne fait pas en sorte que je devrais ressentir de l'anxiété de performance. Moi, là, aujourd'hui, quand je me suis préparée pour ce live-là, je me suis dit, je suis prête. Est-ce que je sais quoi répondre aux gens qui ont posé des questions? Est-ce que je vais donner mon 100%? Est-ce que je me sens outillée pour répondre à ces gens-là? Clairement, je donne mon 100%, mais après, je lâche prise sur le fait que certains vont adorer et d'autres aimeront peut-être pas. Et je vous le dis, quand tu arrives comme être humain à adhérer à ça, à cette posture intérieure-là, puis je ne dis pas que c'est tout le temps facile, je dis que c'est souhaitable d'apprendre à le faire. C'est ça que je vous dis. OK? Donc, évidemment, des phrases plus réalistes pour nous aider quand on vit de l'anxiété. Cette situation-là, ou cet événement-là que j'appréhende, peut être perçu comme pénible, difficile, l'enfer, non souhaitable. Ça peut être tout ça que je me dis dans ma tête. Si le danger est réel ou potentiellement réel, je peux probablement y survivre. OK? La réalité, là, c'est vrai que ça se peut que tu prennes la parole en public puis que tu ailles un blanc de mémoire. Le danger, il est là, puis on s'entend, le danger, je le mets en parenthèse. Je prends cet exemple-là, mais je pourrais prendre plein d'autres exemples. OK, donc, c'est quoi que j'ai peur? Puis ce danger-là, oui, il peut être réel, mais en même temps, même si j'avais un blanc de mémoire, même si quelqu'un me jugeait, même si quelqu'un dans sa tête se disait « Oh mon Dieu, elle est donc ben poche, elle a un blanc de mémoire », est-ce que je pourrais survivre à ça? Bien sûr. Bien sûr.
OK? Bien sûr, je pourrais survivre. On n'est pas en train de dire que c'est le fun. On n'est pas en train de dire que c'est souhaitable. On n'est pas en train de dire qu'on souhaite avoir un blanc de mémoire. Je prends cet exemple-là au niveau de l'anxiété de performance, mais je pourrais prendre plein d'autres exemples, mais je prends celui-là. Et évidemment, faites des parallèles avec vous quand vous vivez de l'anxiété ou de l'angoisse ou de... Donc, si cette situation-là se produit, je serai fort probablement capable de passer à travers. Et quand j'arrive à me dire des phrases comme ça, je diminue l'intensité de mon émotion. OK? Je vois qu'il y a Catherine qui nous a écrit « Comment gérer la colère en plein repas de famille quand une personne nous coupe la parole et nous contredit alors que je raconte une histoire que j'ai vécue comme si elle faisait exprès pour me choquer. » Catherine, je vous comprends tout à fait. Et dans ce temps-là, prends une grande inspiration. OK? Parce que si tu te laisses aller à du 9 sur 10 au niveau de ta colère, qu'est-ce qui risque d'arriver? Tu risques de te fâcher puis de dire à l'autre sur un ton très inapproprié et peut-être même de crier, de dire « Hey, là, peux-tu me laisser finir? » C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, prends une grande inspiration et si tu es capable de ramener ta colère en te disant « OK, l'autre, je trouve pas que c'est cool ce qu'elle est en train de faire. Alors j'aimerais mieux qu'elle ne me coupe pas la parole, mais si tu es capable de reprendre le contrôle sur toi, Catherine, et de dire à l'autre, regarde, est-ce que c'est possible de juste me laisser finir mon histoire, puis ça va me faire plaisir de t'entendre. Catherine, je ne suis pas en train de te dire que c'est toujours facile, mais je suis en train de te dire que c'est avantageux de le faire si tu veux préserver la relation. Tu comprends? Puis je ramène à mon histoire du début avec ma chum de fille que je ne vois plus aujourd'hui. J'ai délibérément coupé les ponts. Mais quand je l'ai fait, j'ai crié, j'ai dit des choses qui dépassaient ma pensée. Puis, tu sais, le fond de ce que je pensais était vrai, mais j'aurais préféré le dire autrement. J'aurais préféré être capable de lui dire, sais-tu quoi, après toutes ces années, puis c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs quand je l'ai rappelé. Je lui ai dit, après toutes ces années, j'aurais eu avantage à te le dire avant. Je suis désolée de la façon que ça a sorti. Maintenant, aujourd'hui, dans l'endroit où je suis rendue dans ma vie, ce n'est pas le genre d'amitié que je veux continuer à entretenir et je te souhaite le meilleur. J'ai réussi à dire ça, moi, Catherine, après des semaines parce que je me suis calmé le pompon puis j'ai travaillé mes idées. Oh, mais dans ce temps-là, j'avais pas nécessairement le même niveau de conscience puis les outils que j'avais aujourd'hui. Ben, quoique la vérité, c'est que oui, j'avais les outils, mais je les appliquais peut-être pas autant systématiquement. Fait que c'est juste ça que je te dis, Catherine. Puis peut-être tu vas réussir, puis peut-être que non. Peut-être, on l'échappe des fois. On l'échappe, ça fait partie de la vie. Mais évidemment, si la personne à qui tu as envie, tu dois dire ça, si c'est quelqu'un qui est cher, c'est un souper de famille, donc veux pas, c'est quelqu'un de ta famille, c'est que souvent, on va se dire, ben, les répercussions de me fâcher devant toute la famille, c'est tout ça que j'ai envie. Donc, tu sais, je te le dis parce que des fois, I relate à ce que tu dis, parce que ça arrive aussi des fois dans ma famille, une situation comme ça, puis je n'ai pas envie d'aller dans le détail, mais ça peut arriver. Et ça m'est arrivé encore récemment de me dire, hey, moi, cette relation-là est importante pour moi. J'ai envie de la préserver et j'ai envie de la garder intacte parce que dans le fond, cette personne-là, je l'aime. Fait que je vais me parler. Puis je vais aussi essayer de mettre mon focus sur tout ce que j'aime de cette personne-là parce qu'elle n'est pas que ça, de parfois couper la parole. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si c'est aidant, Catherine, parce que je n'ai pas tout le contexte, mais tu sais, je réponds à Catherine, mais faites des ponts aussi, faites des parallèles avec vous, ce que vous vivez des fois dans votre vie avec vos enfants, si vous avez des enfants, avec des fois la belle famille, la famille, des amis, le partenaire de vie. Elle dit oui, mais merci beaucoup, un grand plaisir. OK, donc ce que je vous propose, on va y aller avec notre deuxième question qui était super intéressante. Donc, je repartage mon écran. Partager l'écran ici. Je ne vais pas trop vite parce que je ne veux tant pas faire la mauvaise affaire. Bon, alors voilà. Et on écoute Isabelle. Donc, ça ne sera pas long, ça s'en vient. Bonjour Stéphanie, mon nom est Isabelle. Ma question pour toi est comment se prémunir de l'épuisement? Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, j'ai observé une tendance à me sentir satisfaite que lorsque l'ensemble de mes tâches et de mes projets étaient complétés. Malheureusement, j'atteins très rarement cet objectif.
Donc, je fais appel à toi aujourd'hui pour avoir des trucs pour arriver à mieux lâcher prise et à ressentir de la satisfaction pour ce qui est accompli. Merci à l'avance. Au revoir. Bon, je vais arrêter le partage d'écran. Allô, je m'appelle Charlie. Oh, excusez, Moi, ma excusez. question, Bon, voyez, c'est quel ça. conseil tu donnerais Bougez pas. Je veux juste faire les bonnes affaires. Je veux pas aller trop vite. Je voudrais pas arrêter le partage d'écran. OK. Alors, je pense qu'on est revenu. Faites juste me confirmer. Dites-moi, tout est beau, je suis là en grand écran. Y en a-tu qui se reconnaissent dans la question d'Isabelle? Y en a-tu qui, des fois, se disent je vis de l'épuisement, je suis au bout du rouleau, puis on s'entend, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Encore une fois, ce matin, en marchant, j'écoutais la radio et il parlait des gens qui, en ce moment, au travail sont dépassés. Et puis, tu sais, moi, on s'entend, c'est un sujet de prédilection pour moi parce que je fais beaucoup de conférences dans les entreprises sur l'épuisement professionnel, sur la gestion du stress, sur la gestion du changement, parce qu'on le sait que dans nos organisations, les changements amènent souvent leur lot de stress. Mais on peut aussi le vivre au niveau personnel. Et ce à quoi Isabelle fait référence, je pense qu'on l'a tous déjà vécu dans notre vie, d'avoir une liste de tâches, de to-do, puis de dire, my God, je ne verrai jamais le bout de cette liste-là. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Le jour où tu vas arriver à la fin de ta liste, il y a 2 choses qui vont s'être produites. Soit que tu ne seras plus là, donc c'est parce que tu vas être mort, ou 2, c'est que ta vie va devenir vraiment plate. Donc, mais allons plus loin. Quand on parle d'épuisement, encore une fois, ce sont des gens qui ont tendance à s'en mettre beaucoup sur les épaules, qui sont souvent perfectionnistes, qui se disent, je veux finir ma liste aujourd'hui, je veux, puis pour connaître Isabelle, si je mets un petit peu de contexte autour de la question d'Isabelle, je la connais, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, mais c'est quelqu'un qui est perfectionniste. On a déjà travaillé ensemble, donc on se connaît très bien. Puis c'est même une amie à moi, une amie qui est très, très chère à mon cœur. Ceci dit, à un moment donné, les discussions qu'on a déjà eues ensemble et que j'ai envie de vous partager, c'est à force de vouloir être parfaite, à force de vouloir faire les choses parfaitement, de vouloir finir une liste de tâches qui ne finira jamais. Puis c'est ce que je dis des fois à Célina qui travaille avec moi ou à Jean-François. Des fois, on en a beaucoup dans notre assiette. Puis je leur dis, hey la gang, c'est une maudite bonne nouvelle. Le jour où j'aurai plus de tâches pour vous, tu n'auras plus de job. Fait que dis merci la vie. Par contre, si ça te rend stressé ou overwhelmed, ben viens me voir. C'est ma job à moi comme patronne, comme bonne gestionnaire, de dire, OK, on va reprioriser les patentes, on va reprioriser les tâches, puis il y a des affaires qu'on va mettre la semaine prochaine, dans 2 semaines, c'est pas grave. Tu as 37 heures et demie dans une semaine, puis on va s'organiser pour que ton 37 heures et demie soit bien rempli, mais en même temps, pour pas que quand tu finis ta journée puis que tu as encore des tâches à faire, bien, ça va aller à demain. That's it, that's all. Même chose dans notre vie personnelle. Je veux dire, il y aura toujours des tâches, il y aura toujours des rendez-vous à prendre. On parle énormément en ce moment de charge mentale. Puis, tu sais, là, les filles, c'est pas juste une affaire de filles, il y a aussi des gars qui ont de la charge mentale. On dit souvent, c'est les femmes qui ont toute la charge mentale. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de charge mentale, mais il y a des gars aussi qui ont de la charge mentale. C'est quoi la charge mentale? C'est penser à tout. C'est penser à tout. Puis, à un moment donné, moi, je vous le dis, je suis vraiment là-dedans parce que je suis une personne, tu sais, je vous disais tantôt, moi, j'ai eu à travailler ma colère, mais j'ai eu aussi à travailler mon contrôle parce que moi, je suis une fille contrôlante. Puis, les gens contrôlants, on aime ça quand ça marche à notre goût. Puis, les affaires, ils se font quand tu es contrôlant, puis ça marche. Tu sais, moi, je me dis, hey, moi, je suis productive, je veux des listes. Mais à un moment donné, je lâche sur le contrôle. Puis, c'est drôle, je l'ai vécu en croisière. Tu sais, moi, je suis la maman qui fait des livres, mais mon mari aussi. Là. Ceci dit, on est à part égale là-dedans. Mais oui, on a un garçon qui va avoir 17 ans bientôt. Wouhou! On est à 2 mois qu'il ait son auto puis qu'il puisse conduire tout seul, yes sir! Mais on s'entend-tu que j'en ai fait du taxi quand tu vis dans les Laurentides et qu'il n'y a pas de transport en commun, tu fais du taxi. Fait que la taximum puis le taxidad, là, on connaît ça. Ceci dit, quand je suis en croisière, j'étais partie 11 jours au total.
Mais moi, dans la vie, je regarde l'horaire de mon garçon quand il travaille. Exemple, moi, il travaille dans un golf. Fait que, tu sais, tout l'été, je regardais son horaire. J'ai accès à son application. Puis, tu sais, on pourrait se dire, ben là, il va avoir 17 ans. Franchement, pourquoi tu regardes son horaire? Mais je la regarde parce que c'est moi qui fais les livres. Donc, veux pas, j'essaye de planifier mon horaire en fonction de son horaire. Mais veux pas aussi, de regarder l'horaire, c'est comme, je me rends compte que souvent, j'étais dans le contrôle. Puis des fois, je voyais des affaires dans l'agenda, puis j'étais comme, ben, ça marche pas. Et là, pendant 11 jours, j'étais en croisière et j'ai fait comme, non, lâche l'horaire. Lâche le contrôle. Puis, c'est pas le pire qui va arriver parce que des fois, je me disais, parce que c'est arrivé une fois cet été où il s'est mélangé. Tu sais, c'est son premier emploi et il s'est mélangé, puis il n'est pas rentré une journée où il était sur l'horaire. Puis son patron n'était pas content, avec raison. Puis moi, c'est venu me chercher, tu sais, parce que je me disais, ben voyons donc. Fait que là, j'ai eu tendance à vouloir, tu sais, regarder son horaire pour être sûr qu'une situation comme ça ne se produise plus. Mais ça, c'est du contrôle. Puis après, je me suis dit, c'est 10 minutes, là. C'est mon garçon. Je veux le mieux pour lui. Je ne veux pas qu'il perde sa job, mais en même temps, Mané, il va avoir 17 ans. On s'entend, là, il est super apprécié, il ne perdra pas sa job, mais c'était ça ma réflexion. Et à un moment donné, à vouloir tout contrôler, et je reviens à la question d'Isabelle, on veut tout contrôler, on veut tout finir, on veut faire nos to-do, on n'est jamais content quand notre liste, notre tâche de to-do n'est pas finie. On veut que tout fonctionne à notre façon. Mais mesdames et messieurs, le contrôle, souvent, c'est très anxiogène. C'est très overwhelmant, excusez l'anglicisme, mais ça mène à de l'épuisement, soit personnel ou professionnel. Et je me parle à moi-même, la gang. Je vous le dis, là, je ne suis pas plus smart qu'un autre parce que j'ai avantage, moi aussi, à travailler mon contrôle. Nancy qui dit, mon Dieu, je me retrouve en toi, ma fille a 18 ans. Bon, ben, je ne sais pas si elle conduit, ta fille, puis si elle a sa voiture, mais nous, il conduit, mais il faut être là. Fait que, exemple, mon gars, le soir, tu sais, les ados, comment est-ce qu'ils sont? Moi, je me lève à 4 heures du matin. Là, à 4 heures, j'étais devant mon ordi. On s'entend que mon fils, quand le soir, à 8 heures, à 20 heures le soir, il décide que, lui, il est full en feu, puis il va aller au gym. Moi, excuse-moi, mais je suis en jaquette, puis je suis dans mon lit, là, puis je suis en train de lire, puis je suis à la veille de fermer mes yeux. Puis là, tu sais... Donc, on s'entend là, que des fois, faire le taxi, là, je veux out en maudit à ce qu'il ait sa voiture. Pourtant, je l'aime plus que tout. Puis en même temps, je suis très consciente que quand je suis en voiture avec lui, c'est les meilleurs moments. On jase. D'ailleurs, hier soir, je suis allée l'emmener au gym. Et là, il me parlait de ce qu'il apprend actuellement. Il est en secondaire 5. Et ils ont un nouveau cours cette année. Puis ils apprennent les grands penseurs. Socrate, Sartre. Là, j'étais comme, oh my God, fait qu'on a eu des super belles discussions. Puis il me dit, hey, maman, c'est tellement intéressant. Puis toi, tu le connais-tu, Socrate? J'ai dit, oui, plutôt. J'ai dit, d'ailleurs, en 2005, avant que tu sois né, mon garçon, je parlais de Socrate dans mes livres. Fait que là, on a eu des belles discussions, tu sais. Ceci dit, ben oui, il y a des fois où on vient un peu overwhelmed, ça fait partie de la vie. Mais dites-vous une chose, très souvent, l'épuisement personnel ou professionnel vient du contrôle, vient du désir de vouloir être parfait, vient du désir de tout faire, de tout contrôler. Et mon Dieu, qu'on se sent mieux quand on arrive un peu à lâcher le contrôle, à se dire, c'est-tu si grave que ça si... Tu sais, je lâche un petit peu. C'est-tu si grave que ça si je finis pas ma liste de to-do? Puis si vous êtes à l'emploi de quelqu'un, ben, c'est de votre ressort d'aller voir votre patron et dire, garde, j'en ai trop dans mon assiette, donc peux-tu me dire sur quoi je dois mettre mon focus, sur quoi je dois prioriser, qu'est-ce qui est important, parce que là, j'y arrive pas dans mon heure, dans ma semaine de travail. Ça, c'est votre portion de la job, la gang, si vous êtes à l'emploi de quelqu'un puis que tu es overwhelmed. Même chose à la maison. Si tu en as trop dans ton assiette, tu as le droit de demander de l'aide et faites-le. Puis moi, je vous le dis, ça, c'est quelque chose que je fais. Je l'ai toujours fait, heureusement. Puis honnêtement, mon gars a appris ça de moi. Mon gars est très bon pour demander de l'aide. Moi, souvent, quand j'en avais trop dans mon assiette, je disais à mon mari, là, Louis-Jean, viens, help me. Tu peux-tu faire telle affaire? Je ne suis pas gênée. Je suis super à l'aise. Puis, tu sais, heureusement, on s'est toujours vraiment bien partagé les tâches. Fait que, tu sais, c'était facile, ça allait bien. Mais je ne suis pas gênée de demander de l'aide. Je ne suis pas gênée de demander de l'aide. Des fois, dans certains moments de ma vie, ça m'est arrivé cet été où j'ai eu à demander de l'aide. J'ai eu des moments plus difficiles. Puis, j'en ai demandé de l'aide parce que, justement, oh mon Dieu,
Oui, j'en avais trop dans mon assiette. Donc, j'ai demandé de l'aide à mes amis, j'ai demandé de l'aide aux gens autour de moi. Et souvent, quand on a cette capacité-là de dire, OK, je lâche un petit peu le contrôle, je baisse la garde, puis j'arrive à demander de l'aide. Puis j'arrive aussi à m'autoriser à ne pas être parfaite. Des fois, ce n'est pas toujours parfait. Tantôt, quand j'ai appelé Jean-François qui travaille avec nous, puis qui est la personne qui est notre référence technique dans l'équipe, puis j'ai dit à JF, j'ai dit, là, je ne vois plus le lien, là, je ne suis pas capable de faire mon live à midi. Puis, tu sais, c'est de ma faute, là. Dans le fond, c'est moi qui ai fait un test à 4 heures du matin, je n'aurais pas dû le faire. Puis, je me suis dit, regarde, c'est quoi le pire qui va arriver? Le pire qui va arriver, c'est que je ne serai pas en live à midi. Puis qu'il y a 300 quelques personnes qui s'étaient inscrites, puis qui vont être bien déçues. Mais, tu sais, en même temps, là, vous ne seriez pas morts, là. Puis on l'aurait refait. Puis, tu sais, à un moment donné, j'arrive à me ramener en me disant, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas personne qui serait mort. Puis je suis vraiment contente d'avoir pu faire le live. Puis je suis contente d'être là avec vous. Mais tu sais, mettons là, que ça serait pas arrivé parce que j'avais fait cette gaffe-là. Je me pardonne. Il y a pire que ça. Je n'ai pas tué personne. On se comprend-tu? Le sujet de l'anxiété est relié à plusieurs autres. J'espère qu'il va y avoir un chat sur ce sujet car la vie peut nous rendre vraiment anxieux. Lise, moi, j'ai envie de te dire une chose, Lise. Prends le lien que Célina a mis. Puis si tu as des questions sur l'anxiété, ça va me faire plaisir parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup aborder. Moi, je ne sais pas si vous le savez, mais mon papa était et est toujours un homme anxieux. Mon père, ça a été le cheval de bataille de ma vie d'essayer de l'aider à gérer son anxiété. Mon père, encore à ce jour, est médicamenté, prend énormément d'anxiolytiques. Il a 84 ans aujourd'hui, il a des grandes pertes cognitives. Et selon moi, je ne suis pas médecin, mais selon moi, toute la médication qu'il a pris toute sa vie n'a pas aidé à faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a des pertes cognitives. J'ai lu sur ce sujet-là. Puis, tu sais, en quelque part, je sais que je suis allée étudier à l'époque en psychothérapie émotivo-rationnelle parce que j'aurais donc voulu aider mon père. Mais Lise, je vous le dis, ça me ferait tellement plaisir si vous voulez m'envoyer 1 ou 2 questions sur le sujet, puis je vais vous choisir là, dans notre prochain demandé à Steph qui va avoir lieu là, à peu près dans 2 semaines. On n'a pas encore la date, mais mon objectif est d'en faire aux 2 semaines. D'ailleurs, le dernier que j'aurais dû faire, qui était sur cette thématique-là, on l'a cancellé parce que moi-même, à ce moment-là, je vivais des choses très difficiles dans ma vie, mais très difficiles. Puis, on aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. J'en avais trop dans mon assiette. Puis, je vivais de l'anxiété, puis je faisais de l'angoisse. Oui, même moi, Stéphanie Milot, heureusement, Dieu merci, ça n'a pas duré longtemps, ça a été momentané, mais oui, ça peut arriver, ça fait partie de la vie. Donc, il faut s'autoriser ça. Fait que Lise, je te le dis, si tu veux nous envoyer une question ou deux, ça me ferait vraiment plaisir. Prends le lien de Célina, tu te pratiqueras parce que des fois, on se rend compte qu'une minute, ça passe vite. Donc, voilà. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'ai envie de vous dire merci d'avoir été là. Merci du fond du cœur. Bien évidemment, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, n'hésitez jamais à rejoindre notre groupe Facebook de Mindset. Donc, Célina, si tu veux, je ne sais pas si c'est facile pour toi là, de partager le lien pour que les gens puissent joindre le groupe. Si vous voulez avoir plus d'informations aussi sur ma formation Mindset Réussite, en allant sur le groupe, là, vous allez pouvoir avoir de l'information. Donc, Célina vient effectivement de mettre le lien. C'est gratuit. La formation Mindset Réussite, c'est une formation extraordinaire dans laquelle vous avez c'est une formation qui est sur 3 mois. Vous pouvez la faire à votre rythme, bien évidemment, mais c'est une formation dans laquelle on revoit l'intégralité des sphères de votre vie et je vous aide à revoir qu'est-ce qui est important pour moi, à remettre le focus sur ce que vous voulez réellement. On travaille avec vos croyances, on travaille à changer vos perceptions de certaines situations. Bref, écoutez, c'est une formation tout à fait extraordinaire. Si vous voulez prendre l'information, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire. Si vous voulez plus d'informations sur la formation, vous pouvez même nous contacter au bureau. Célina peut prendre quelques minutes avec vous pour vous en parler. C'est une formation extraordinaire. Ceci dit, je vous aime, je vous embrasse. J'espère que la vie est bonne pour vous. J'espère que cette diffusion d'aujourd'hui pourra
être aidante pour chaque personne qui se reconnaisse dans de la colère, dans du stress, dans de l'anxiété, dans du vouloir performer à tout prix. Puis mon Dieu, tu sais, je me dis tout le temps, la vie est trop courte pour se faire la vie dure. Alors, merci de votre confiance. Je vous aime, je vous embrasse et on se revoit dans à peu près 2 semaines pour un autre Demandez à Steph. Puis qui sait, ça sera peut-être votre question qui sera choisie. Alors, d'ici là, je vous souhaite une super belle fin de journée. Merci à ma fabuleuse équipe. Merci à Célina et JF qui se sont virés sur une scène pour être capable qu'on soit en live avec vous aujourd'hui. Alors, bonne semaine, puis on se revoit bientôt, la gang. Bye bye!